En Afrique, plusieurs jeunes empruntent la voie de l'immigration. Si cette voie est quelquefois risquée, cela ne décourage pas pour autant ces jeunes. Comment expliquer justement la détermination de ceux-ci à vouloir quitter à tout prix et à tous les prix le continent africain pour d'autres continents? Nous en parlons en première partie de cette émission et puis en deuxième partie, nous tenterons de répondre à la question: à qui la faute lorsque les jeunes massivement se déplacent du continent africain pour d'autres? Mesdames, Messieurs, c'est l'After News qui démarre l'instant sur les antennes de Global LTV. Bienvenue. Une fois encore, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition, l'After News sur Global LTV. Comme à l'accoutumée, nous avons le privilège de recevoir sur ce plateau des invités prestigieux. Mais aujourd'hui, un nouveau visage sur le plateau de l'After News. Il s'agit de Freud Mambo. Il est psychologue. On va dire bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Oh, je t'appelle Sa Majesté, il a tout dit. Peut-être j'aspire à être une majesté. Une charge, voilà. On ne sait pas encore, mais voilà, on va découvrir à l'avenir. Nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau. Oui, le plaisir est partagé. Voilà. Ensemble, on va échanger sur une thématique assez particulière concernant l'immigration des jeunes. Quelles sont les causes de cette immigration? C'est la première partie de l'After News. Et puis en deuxième partie, comme annoncé tout à l'heure, nous essayerons de partager les responsabilités quant au déplacement, quant à l'immigration massive des jeunes africains. Ce sera avec notre consultant permanent, le Dr Col François, déjà bien installé dans les locaux de Global LTV. Mais avant, mesdames et messieurs, on va planter le décor de cette première thématique avec ce reportage. Il est signé Colin Bekatal. C'est à un sort funeste que sont livrés les immigrés du continent noir en terre libanaise. Alors que le pays des cèdres suffoque sous le poids des gravats qu'écroulent les déflagrations israéliennes, les Africains sont coincés à Beyrouth. Une fois encore, comme pour des laissés pour compte, Congolais, Camerounais, Sierra-Léonais, et la liste n'est pas exhaustive, n'arrivent pas à quitter ce terrain de conflit comme l'ont déjà fait les Asiatiques. Le temps n'est pour eux qu'à égrener un chapelet de désespoir. Actuellement, tout le monde entier sait ce qui se passe à Beyrouth. Tout le monde entier sait ce qui se passe au Liban. Nous, les Camerounaises, nous sommes là, avec aucune possibilité de sortir, aucune annonce qui nous rassure, qui nous réconforte, qui nous donne même la force d'espérer que si Dieu le permet, nous pourrions sortir de ce pays. L'occasion faisant le larron, les prix de vol ont triplé, largement au-dessus de la bourse de ceux qui pour la plupart reçoivent des salaires d'agents de ménage qu'ils sont. Il n'est pas rare que ces Africains soient dépourvus de leur passeport, détenus par les employeurs, aujourd'hui eux-mêmes en quête de refuge. Nous avons essayé maintes et une fois de demander la possibilité de renouveler les passeports, que ce soit au consul. Il nous a dit que ce n'était pas possible. Il nous fait des papiers qui nous donnent 1 mois. Et il ne donne ça que à ceux qui ont un passeport. Et avoir un passeport au Liban entre ses mains. Dans ce cas patent, même lorsqu'on s'engage dans le processus d'un retour éventuel, on se heurte à des difficultés avant même l'entame de la procédure. Au Liban, nous n'avons pas d'ambassade. Nous avons un consul honoraire qui est libanais. Personnellement, vendredi, je me suis rendu au consul. Le consul n'ouvre que les vendredis et les mardis, de 8h à 12h30. Voilà les jours où le consulat ouvre. Et tous sont des Libanais. Du consul lui-même, de sa secrétaire, avec un autre monsieur qui travaille là-bas et que nous on ne sait pas trop sa fonction. Tous sont des Libanais. Quand tu arrives au consulat du Cameroun, au Liban, après avoir traversé toutes les difficultés que tu traverses, tu espères trouver une main paternelle, quelqu'un qui te ressemble, quelqu'un qui va t'écouter, t'entendre. Non, ce n'est pas le cas. Vendredi que je suis arrivé là-bas, le consulat m'a demandé de sortir du bureau, de sortir du consul. Moi, Camerounaise de mon état, le seul endroit dans ce pays qui est considéré comme chez moi.
L'obtention de ces papiers, malheureusement, ne garantit pas toujours le retour tant souhaité en terre natale. Une fois que celles qui ont pu faire récemment les papiers pour sortir, arrivées à l'aéroport, elles ont constaté que leur vol était annulé. Qui dit vol annulé dit de renvoyer à une date ultérieure. Dit le laisser-passer sera expiré. Dit attendre encore 3 mois pour recommencer la procédure pour avoir un nouveau laisser-passer. Nonobstant l'Éthiopie, le Kenya, le Nigeria et le Sénégal qui ont fait bouger les lignes, la plupart des Africains sont dans l'attente au moins d'un communiqué, si ce n'est de leurs différents États, mais surtout des organisations sous-régionales encore cloîtrées dans le silence. Merci à Colombe et Katal pour cet élément. Ce reportage, comme je disais tout à l'heure, plante le décor de notre thématique. En première partie de cette édition, nous essayerons de comprendre quelles sont les causes de l'immigration des jeunes africains. On va bénéficier bien sûr de l'intervention du psychologue qui est sur le plateau. Directement avec vous, Freud. Vous avez déjà un nom très connu dans le milieu de la psychologie, Sigmund Freud. Célèbre, oui. En tout cas, nous sommes avec vous, on va bénéficier de votre expérience dans le domaine. Déjà, dites-nous quelle est, de votre point de vue, les causes qui peuvent pousser un jeune africain, puisqu'on parle du cas de l'Afrique, à se lancer dans l'aventure, qu'elle soit clandestine ou alors qu'elle soit par voie normale. Ouais. Bon, il faut noter que c'est une analyse qui doit être personnelle. Les causes sont personnelles. On ne peut pas ériger une cause comme ça en termes pour justifier le comportement d'un groupe. Vous voyez? Donc, quand on rencontre certaines personnes, ils vont vous dire que ce sont des conditions de vie précaires, c'est une situation familiale difficile, c'est le manque d'emploi, etc. Vous voyez? Mais une étude plus poussée, plus approfondie, et nous fait remarquer que ce désordre du comportement peut s'expliquer par ce qu'on appelle les névroses expérimentales à grande échelle. Vous savez, il y a un physiologiste, Ivan Pavlov, qui a fait des études sur des rats. Il a démontré comme ça que lorsque une petite population de rats sont exposés à certains stimuli, ils réagissent d'une certaine façon. Ouais. Et encore, il y a Adam Smith qui a parlé du comportement économique. Pour justifier le comportement économique, il a dit qu'il y a une main invisible qui pousse les individus à interagir en termes d'activité économique. Pareillement, ici, on peut voir une main noire. Ouais, une main noire qui pousse comme ça les jeunes. Parce que quand vous rencontrez ces jeunes, chacun va vous demander, et chacun vous donnera son point de vue sur la chose, mais on se rend compte qu'il y a des organismes très puissants qui créent ce qu'on appelle des situations, stressantes. Vous voyez, ils agissent sur le gouvernement, ils créent des guerres, ils créent une dévaluation, ils créent l'augmentation des prix, un certain nombre de choses. Bref, ils créent la vie chère, la vie difficile. C'est cette répercussion-là sur le psychisme de ces jeunes qui les affectent et les poussent. Vous voyez, un jeune pense que c'est sa volonté, mais au fond, ce n'est pas ça. Il subit en fait une volonté d'une main noire. Voilà comment j'ai baptisé la chose. Ok, le jeune subit la volonté d'une main noire. D'une main noire, effectivement. Dans le cas d'espèce, j'aimerais bien savoir quelle est cette main noire. Puisque vous avez fait bien de rappeler, Freud, que les jeunes, lorsque vous allez vers ceux-ci, ils vous font comprendre que c'est leur volonté à eux. À eux, justement. Maintenant, comment expliquer qu'une main noire, une main invisible, puisse influencer? C'est un peu difficile à comprendre. C'est un peu difficile à comprendre, ok. Vous savez, il y a l'Ecclésiaste qui disait qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a déjà été. Vous voyez, quand on rentre dans l'histoire, on verra qu'il y a eu la traite négrière, il y a eu la colonisation. Mais tout cela cache quoi? Tout cela cache, pour la colonisation, c'est un besoin de matières premières. Or, vous êtes sans ignorer que la plus grande ressource est humaine. Oui. Parlez-moi d'une grande nation. Vous verrez qu'il y a un peuple qui est à l'origine du progrès de cette nation. Vous voyez, quand on parle des États-Unis, on parle des Noirs. Il y a ce qu'on appelle les way back.
Oui. C'est-à-dire, ça c'est l'immigration mexicaine. Vous voyez que ce sont les Mexicains qui sont la main-d'œuvre agricole. Voilà pourquoi on encourage ça. Et on a aussi eu le cas avec en Indochine, en Chine, avec les boîtes, comment on appelait encore les boîtes, bref, les réfugiés de mer, ces Vietnamiens qui traversaient la mer clandestinement, Oui. vous voyez, pour pouvoir rejoindre la Malaisie, la France, etc. Mais il faut vous poser la bonne question. À qui profite cette main-d'œuvre? À qui profite ce surplus de la population? Vous voyez que ce sont des personnalités très hautes placées qui manipulent comme ça les gouvernements à des fins capitalistes. Vous voyez? Donc, c'est un peu cela. Bon, pour revenir peut-être dans le cœur de notre thématique, Freud, vous nous avez fait comprendre qu'il y a une main noire qui influence les jeunes. La décision n'est pas propre à ces jeunes-là. Ils sont influencés et c'est sur la base de cette influence qu'ils se lancent. Maintenant, connaissant les risques, vous avez suivi le reportage, tout comme moi, tout à l'heure, qui présentait un peu la vie d'une Camerounaise du côté du Liban. Du Liban, oui. Il y en a bien d'autres dans d'autres pays, que ce soit arabes ou même européens. On connaît comment ça se passe parfois. Mais comment est-ce que, connaissant tous ces risques, l'aventure clandestine, le désert, la mer et tout ça, ces jeunes-là arrivent toujours à emprunter cette voie-là? Est-ce qu'on va dire que c'est la main noire qui est tellement puissante qu'elle influence puissamment ces jeunes-là, ou bien il y a autre chose? Très bien. C'est une main noire qui influence les jeunes à travers des outils qui sont à la portée de tout le monde, à travers, par exemple, les réseaux sociaux. Vous voyez, on vous présente l'Europe d'une certaine façon. Vous voyez, on appelle ça des stimuli. Vous voyez, on stimule la population. On stimule une population cible à travers les séries télé, à travers un certain nombre de choses. Ça crée ce qu'on appelle le conditionnement. Lorsque vous êtes conditionné, ça altère votre jugement. Vous voyez, puisque ce sont des jeunes, ils ont ce qu'on appelle l'esprit aventurier. Vous voyez, donc, quand ils regardent et à travers leur smartphone cette vie, cette vie que prône l'Occident, vous voyez, ils se lancent à la recherche d'une vie meilleure, ils pensent fuir quelque chose. Bref, cela s'explique aussi par cette fameuse fable du corbeau et du renard. Vous voyez, l'Occident, en fait, n'a pas les ressources. Vous voyez, l'Occident est considéré un peu comme un renard. Et le corbeau qui a le fromage dans la bouche, c'est l'Africain. Parce qu'il faut comprendre que quand on nous dit, par exemple, à l'école que l'Afrique est pauvre et sous-développée, c'est faux. Nous avons l'or, nous avons toutes les richesses qu'il faut. Mais comment l'Afrique peut être pauvre? Vous voyez, il y a une différence entre l'Afrique pauvre et l'Afrique appauvrie. Vous voyez? Donc, cette technique consiste plutôt à créer des pressions au niveau du gouvernement, vous voyez, pour mettre la population dans un manque. Et c'est ce manque qui se répercute comme ça sur justement. C'est ça la technique. Ok, donc les jeunes subissent. Ils subissent effectivement, de manière inconsciente. Vous voyez que la traite négrière s'est faite de manière violente. Mais maintenant, avec le progrès des neurosciences, on maîtrise mieux le comportement humain et on peut vous amener à faire quelque chose tout en vous faisant croire que c'est votre volonté, alors que ce n'est pas votre volonté. Ok, donc on a un jeune qui pense que c'est sa propre décision de se lancer dans l'aventure. Pourtant, ce n'est pas la sienne. Mais à ce niveau, j'aimerais savoir, est-ce que le jeune n'a aucune responsabilité? Est-ce que la responsabilité incombe uniquement à la main noire dont vous décrivez ou alors aux pressions et toutes ces choses que vous avez fait bien de développer? Bon, on parle de responsabilité partagée parce qu'il y a aussi l'action du gouvernement là. Et là-dedans, vous savez, en termes de stimuli, on parle aussi de la consommation des stupéfiants. Si vous voyez bien notre ville de Douala, on vend la drogue à presque tous les coins de rue. Imaginez maintenant un enfant sous l'emprise d'une drogue. Vous voyez, il va prendre la route sans véritablement évaluer les risques. Quand bien même il suivra un reportage comme celui-ci, et pour lui, il va se dire que bon, il est Superman, il est Ngannou, vous voyez. On appelle ça le syndrome du héros, vous voyez. Donc, c'est autant de choses comme ça qui peuvent expliquer ce côté aventurier des jeunes. Ok. Bon, maintenant, vous avez parlé de la main noire. La main noire influence tout le monde. Moi, par exemple, vous aussi, vous êtes en Afrique. La main noire vous a aussi influencé. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que
ce n'est qu'une catégorie de personnes. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi ce ne sont pas tous les jeunes qui veulent se lancer à tout prix, à tous les prix, sur la voie de l'aventure? Très bien. Il faut voir donc il y a une population ciblée, vous voyez. Et là, ça fait maintenant appel à l'éducation. Vous verrez que ceux qui prennent la route, la plupart du temps, ce sont les enfants du bas peuple. Ce sont les enfants du ghetto. Ça, il faut le dire, vous voyez. Or, qui dit enfants du ghetto dit des enfants des enfants de la rue, des enfants qui sont sujets à la consommation de stupéfiants, comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure, vous voyez. Ce sont des enfants dont le jugement a déjà été altéré. Vous voyez, ils ne voient pas le chemin, ils voient directement la destination. Ils voient, ils voient uniquement le leur. Vous voyez, bon, pardon, pas le leur, mais ils voient directement l'appât. Vous voyez, donc c'est ça un peu. Ok, donc il y a une différence entre les jeunes issus de différents milieux. Vous voyez, c'est ça en fait. Vous savez qu'il y a une inégalité sociale, une inégalité et des classes. Que dit, je vous relance rapidement sur la question, que dit donc des jeunes qui sont nantis? Parce qu'il y en a aussi, hein, il y a des jeunes qui sont dans les familles assez aisées, qui vivent, d'autres vivent même dans l'opulence, mais ils se retrouvent quand même à emprunter cette voie. Comment est-ce qu'on peut expliquer? Puisqu'il y a d'autres, vous avez fait bien de relever qu'il y a ceux qui sont issus du bas peuple, justement des familles moins nanties, ça peut s'expliquer. Bon, maintenant pour ceux-là qui sont issus des familles qui sont en tout, il faut le dire, il y en a qui prennent toujours le chemin de l'aventure. Oui. Bon, qu'est-ce qu'ils recherchent? Le goût du risque, la poussée et la montée de l'adrénaline. Vous savez que l'adrénaline, c'est une drogue. C'est une drogue. Vous savez, le corps humain sécrète à lui seul, de manière autonome, des substances, vous voyez, qui permettent comme ça de bien se sentir, vous voyez, comme la dopamine, comme l'adrénaline, vous voyez. Donc, un jeune qui a grandi dans une famille nantie, et qui dit grandir dans une famille nantie ne veut pas dire être à l'abri des problèmes. Vous voyez, il peut vivre un conflit intrafamilial, il peut vivre un divorce qui l'affecte, vous voyez, et c'est sa façon à lui de réagir, c'est sa façon à lui de demander de l'aide. Vous voyez? Donc, il faut interpréter ce comportement, pas toujours comme une prise de risque de manière insensée, mais souvent c'est un appel à l'aide, en fait. Ok. Maintenant, peut-être pour sortir rapidement, parce que le temps de notre échange s'épuise déjà, on a relevé deux facteurs. Est-ce qu'au milieu de tout cela, ce n'est pas le problème de l'éducation qui crée tout ce désordre? Parce que si des familles et des jeunes nantis se lancent dans l'aventure, ceux du bas peuple se lancent également dans l'aventure, est-ce qu'on ne peut pas ramener tout ça à un problème d'éducation qui, à la base, ou alors à un certain niveau de la vie du jeune, aurait été faussé? Problème d'éducation, je verrais beaucoup plus un problème d'acculturation, problème d'aliénation culturelle. Vous voyez, quelle est l'éducation? Qui est-ce qui donne ce programme éducatif? Vous voyez que c'est un programme éducatif qui vient depuis l'Occident. Il est dirigé, vous voyez. C'est un programme qui a un but. C'est un programme théorique, vous voyez. C'est un programme qui encourage. C'est même une des voix qui transmet comme ça de manière subliminale un message, vous voyez. Donc, c'est cela. Et l'éducation en famille, je ne pense pas quand même que c'est l'Occident qui vient éduquer nos enfants, Freud. L'éducation en famille, c'est autre chose. C'est une responsabilité parentale. Mais est-ce que c'est tous les parents alors qui prennent la peine de s'asseoir et de transmettre comme ça des valeurs aux enfants? On se rend compte que la plupart des parents ils sont dehors. Le seul but, c'est de ramener la pitance à la maison, vous voyez. Donc, pour eux, c'est que quand ils arrivent à payer l'école, à payer les vêtements, à subvenir aux besoins de l'enfant, ça suffit, vous voyez. Donc, c'est ça le problème, c'est que si on voit bien les enfants, les jeunes, en fait, sont délaissés sur le plan émotionnel, vous voyez. Il y a autant de choses qui peuvent expliquer. Il n'y a plus une implication du parent. Il faut comprendre que dans les temps anciens, dans l'Afrique antique, il y avait ce qu'on appelle l'arbre à palabre, où on transmettait comme ça la sagesse africaine à travers les griots, à travers les chants et tout. Mais maintenant, avec
avec ce problème de colonisation, on a effectivement eu ce qu'on appelle une aliénation culturelle. Nous sommes partagés entre un savoir ancestral africain et maintenant ce vent occidental qui prône un certain nombre de choses, une certaine liberté. Vous voyez, l'enfant se retrouve au cœur de son éducation. Donc, et vous savez, quand un enfant est livré à lui-même, il se dirige vers ce qu'on appelle le groupe des pères. Le groupe des pères, ce sont ces groupes-là, d'ailleurs, ce qu'on appelle les boys, vulgairement ainsi chez nous, c'est où ils reçoivent leur éducation. Vous voyez, ce sont ces gens issus du milieu de la rue qui donnent souvent, qui influencent souvent ces enfants issus des familles aisées, oui. Parce que c'est là où ils puisent leurs références. Ok, pour sortir de notre échange, Freud, on va essayer, hein, d'une manière très rapide surtout, la réalisation me signale que notre temps d'échange est écoulé. Est-ce qu'il est possible, vous qui êtes psychologue, est-ce qu'il y a des canons en psychologie qui permettraient d'ôter l'envie de l'aventure dans la tête d'un jeune? Très bien, on appelle ça le déconditionnement, puisque pour qu'ils puissent aller en aventure, c'est parce qu'ils ont été conditionnés. Ils ont été conditionnés par les réseaux sociaux, ils ont été conditionnés par l'enseignement, ils ont été conditionnés par ce qu'on appelle le Magic Dixit, le maître du on a dit. Vous voyez, ils ont été conditionnés par un certain nombre de choses. Il y a aussi des techniques pour déconditionner. Mais maintenant, pour le faire, il faut se diriger vers des spécialistes qui, comme ça, ont des techniques propres qu'ils ont appris pour pouvoir le faire. Et vous savez qu'ici en Afrique, ici chez nous, consulter les psychologues, c'est encore de l'ordre de l'imaginaire. Ici, on préfère plus aller chez le marabout, faire ce qu'on appelle le diagnostic montique. On préfère plutôt voir un prêtre, un certain nombre de choses, alors qu'il y a la place du psychologue. Donc, vous avez la capacité, bien sûr, de changer, d'enlever cette envie-là, d'enlever la main noire. Justement, ce sont des techniques expérimentales. Oui. Et elles ont été produites sur des rats. Vous voyez, on est capable de modifier le comportement d'un animal qui est soumis à certains stimuli. Et c'est la même chose qui est faite en Afrique, vous voyez, mais sauf qu'elle est faite à grande échelle. Elle a été faite en Amérique du Sud, elle a été faite en Asie, elle aussi faite en Afrique. Vous voyez le même comportement. Voilà pourquoi j'ai parlé des boîtes people du côté de l'Asie. Vous voyez, on les appelle les réfugiés de la mer. Ils prenaient des risques pour traverser la mer de Chine. On a aussi du côté de l'Amérique du Sud avec les wetbacks, qui veut dire d'eau mouillée, parce qu'ils prenaient des risques pour traverser le Rio Grande. Vous voyez comment des quatre coins du monde, on a le même phénomène. Et à qui ça profite? Aux grandes nations. Vous voyez, c'est cela. Merci beaucoup à vous, Freud Mabo, d'être passé sur notre plateau. On a eu beaucoup de conseils. On retient quand même que les jeunes sont influencés par un certain nombre de choses qui poussent parfois ceux-ci à se lancer dans des aventures, je vais dire bizarres, permettez-moi le terme. Et ces aventures-là sont aussi les conséquences du fait que ces jeunes sont abandonnés à eux-mêmes, les parents qui n'assument pas quelquefois leurs responsabilités parce qu'ils alternent, comme vous avez dit, peut-être la sagesse africaine acquise autrefois avec le vent occidental qui est venu avec la colonisation et tout ce qui va avec. J'espère que je vous ai bien résumé. Oui. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Ce fut un plaisir. À la prochaine. Et merci à vous. Voilà. Merci également à vous. Mesdames et messieurs, vous ne quittez surtout pas. L'After News se poursuit. On passe en deuxième partie. Ce sera avec notre consultant permanent, le docteur Cole François. Avec lui, nous essaierons de comprendre à qui la faute, justement en rapport avec l'immigration des jeunes africains. C'est après la transition. Sur le plateau de l'After News, c'est la deuxième partie de cette émission. Comme je le disais tout à l'heure, nous aurons notre consultant permanent sur le plateau. Mais avant, on va écouter d'abord ce reportage que nous propose la réalisation. Il va un peu présenter la situation de ces Africains et la vie que d'autres Africains ont de ceux-là qui ont pris la voie de l'aventure et qui subissent des choses horribles et terribles du côté de l'Occident. Le cas d'espèce avec les pays arabes. On se retrouve après. Ils sont des millions en Afrique qui chaque année migrent vers les pays étrangers. Pour la plupart, ils y vont, disent-ils, pour avoir une vie meilleure. Si c'est l'Europe et l'Amérique qui reviennent à chaque fois, les pays arabes sont également des terres de destination pour plusieurs Africains. Là-bas, les conditions de vie ne sont pas toujours évidentes. Ils sont pour la plupart victimes de maltraitance et n'étant pas chez eux,
difficile de trouver quelqu'un vers qui se tourner. Ils subissent donc parfois des choses horribles, de quoi susciter l'empathie de leurs frères africains. Quand on va chez eux, on se retrouve face à une situation où on exige d'abord les papiers pour pouvoir nous donner un emploi, où on exige un certain nombre de choses afin d'avoir des commodités pour bien vivre. Et à partir de ce moment-là, sachant que nous ne les avons pas, c'est la raison pour laquelle ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi avec nos frères. Vraiment, j'ai mal. J'ai mal pour ces frères qui quittent leur pays pour l'autre pays. Quand un Africain quitte ici, pas dans un pays arabe, c'est pas facile. Un, parce qu'on se dit que non, il est entré illégalement. Et deux, on le maltraite parce qu'on sait que nous, Noirs, on est des migrants. Et c'est pas bon. Je connais beaucoup qui sont en Libye, en Tunisie, etc. et qui souffrent beaucoup, auxquels on a même séquestré. Appeler la famille pour demander l'argent. Ça crée un sentiment de révolte. Tout simplement parce que nos frères sont là-bas, ils souffrent, ils envoient parfois des vidéos ici. Voilà qui pousse à s'interroger quand on sait combien les Africains ouvrent généreusement leurs portes à tout étranger, fût-il un arabe. Ils se meuvent sur le continent africain sans restriction et investissent sans la crainte de quoi que ce soit. Beaucoup, vous verrez qu'ils n'ont même pas de papier, mais ils travaillent sans problème. Lorsqu'ils trouvent une terre comme celle-là, où on n'a pas de problème à travailler, même si on n'a pas de papier, même si on n'a rien, comment voulez-vous que ceux-là ne viennent pas s'installer et perdurer là-dessus? Quand ils viennent chez nous, on les accueille à bras ouverts. Et on leur donne le privilège de développer leur business. Ces étrangers-là sont ici bien portants, on les encadre bien et ce sont eux-mêmes qui nous menacent. On travaille même chez eux, ils ne nous payent pas. Les dernières actualités font état de la détresse des Africains au Moyen-Orient. Voilà qui est triste. C'est bien triste, comme le dit le reportage. On va essayer de voir quels sont à qui la faute, bien sûr, quand les jeunes se lancent massivement. Ils sont nombreux, hein, il faut le dire, au quotidien, qui se lancent dans la voie, dans le chemin de l'aventure. Ils empruntent des déserts, les mers. Les voies parfois ne sont pas évidentes pour ces jeunes-là. Ils sont néanmoins là. Avec le Dr Cole François déjà bien installé dans ce studio, nous allons voir si les responsabilités sont partagées entre gouvernement, parents et ces jeunes. Dr Cole, bienvenue. Merci Pythagore. Vous allez bien, docteur? Oui, ça va, merci. Nous sommes toujours heureux de vous avoir sur notre plateau. Avec vous directement, on entre dans le vif de notre sujet. Vous avez vu le reportage. Les Africains qui sont un peu, bon pas un peu, il faut le dire, hein, ils sont remontés du fait de la souffrance, de la maltraitance, du fait des difficultés que rencontrent les jeunes Africains de l'autre côté, là-bas. Pourtant, nous, Camerounais, nous, Africains, nous avons laissé, ou alors nous sommes une terre d'hospitalité qui laissons la possibilité à ceux-là, quand ils sont chez nous, de s'épanouir et de se mouvoir librement. Moi, je pense pas qu'on donnerait nécessairement tort à une entité ou à une autre parce que la migration est quelque chose de naturel. Les peuples ont toujours eu à migrer, partant d'un point à un autre, parfois parcourant des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres. C'était peut-être instinctif, c'était peut-être à la recherche d'une pitance, mais de façon naturelle, l'homme a toujours eu cet instinct de s'élever. Même quand nous regardons la Bible, pour ceux qui sont des chrétiens, quand Dieu fait la promesse à Abraham en lui disant que ton peuple séjournera dans un pays étranger, déjà, il serait dans un pays étranger, mais après, je l'emmènerai dans ce pays, je l'emmènerai vers un autre pays où coule le lait et le miel. Donc, cela ne veut pas dire que ce peuple ne veut pas endurer des souffrances. Mais au bout du compte, il y avait une promesse qui attirait ceux qui étaient bénéficiaires de cette promesse. Pour dire que quand vous voyez des migrants, des personnes quitter leur terre pour se retrouver dans un autre territoire, généralement c'est à la poursuite d'un paradis, à la poursuite d'une terre meilleure, à la poursuite d'un mieux-être. Maintenant, je ne dirais pas nécessairement que c'est parce que là où ils sont, ils ne s'en sortent pas. Oui. Voilà pourquoi ils vont... Comme vous m'avez posé la question, parce que ici chez nous, nous recevons les gens, nous leur accordons l'hospitalité, mais quand nous pensons
Quand on langue chez les autres, on nous rendra la monnaie de notre pièce, on se rend compte que les choses sont totalement différentes. Ça veut dire que ce n'est pas le mieux-être nécessairement que nous recherchons en se déplaçant. Effectivement. Puisque vous dites bien que chez nous, on l'offre déjà, on ne peut pas offrir ce qu'on n'a pas. Oui. Mais de façon naturelle, l'homme a toujours voulu se déplacer. Ça, on ne peut pas le nier. Vous allez voir, tous ceux qui quittent au Cameroun aujourd'hui pour se retrouver dans les pays étrangers ne partent pas parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Les profils sont parlants. Hier encore, j'en discutais avec un camarade et il me disait qu'il a une connaissance qui est partie d'une grosse cimenterie ici au Cameroun, Oui. où il y avait 1 700 000. Il est parti ici. Peut-être c'est pour aller toucher 4 millions. Ben, parce que vous pensez que quand on est au Cameroun avec 1 200 000, c'est petit? C'est donc quoi le problème? Justement, c'est ce que je vous dis parfois, c'est juste l'envie de partir. C'est-à-dire, avec 1 million 700 000 au Cameroun, on peut facilement s'offrir une terre, on peut facilement s'offrir un petit bien-être. Oui. D'accord? Et sans nécessairement se compromettre, sans nécessairement être le larbin de quelqu'un, sans nécessairement effectuer des travaux, des basses besognes. Oui. Et au contraire, au Cameroun, on serait plutôt au niveau de l'échelle, on ne serait pas au niveau 2, au niveau 3, on serait presque au niveau 4 ou au niveau 5. Ça veut dire que le prestige, on l'a. Mais on parvient quand même à laisser pour aller. Et pourtant, avec ce salaire qu'on a ici, on peut s'offrir les congés en Europe. Oui. On peut s'offrir des mois de tourisme en Europe. Mais docteur Koll, est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est tous les jeunes qui ont un salaire, le salaire dont vous décrivez? Alors, cela va m'amener à établir plutôt les responsabilités. Parce Justement. Une entité en elle seule ne peut pas porter la lourde responsabilité du malheur qui frappe les Camerounais. Justement. Je voulais déjà d'emblée dire que l'être humain est essentiellement insatiable. C'est pour ces raisons que ceux qui sont partis au Canada ont voulu aller aux États-Unis après, et vice-versa. Oui. Ceux qui sont là en France nous ont dit que non, ils veulent plutôt aller en Australie, et vice-versa. D'accord? Ça veut dire qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on reçoit ou de ce qu'on a. Maintenant, s'il faut établir les responsabilités, on va dire ceci. Je pense qu'il y a quand même une responsabilité de base, celle qui incombe à l'État. Parce que c'est l'État qui est chargé de s'occuper de sa population. Okay. Et la population est aussi appelée à payer les impôts. Alors, d'une façon ou d'une autre, l'État doit mettre des mécanismes sociaux qui permettent à tous les citoyens de pouvoir s'émouvoir, de pouvoir travailler et de pouvoir gagner les rentes de sa rétribution. Ça veut dire que le partage des revenus doit être équilibré, équitable. Peut-être pas équitable, mais au moins équilibré. Je voudrais dire que il n'est pas normal que dans un pays comme le Cameroun, qui a plus de 65% de la population âgée de moins de 35 ans, qu'on voit les personnes de plus de 70 ans, en elles seules, détenir 2000 titres fonciers au Cameroun. Vous comprenez? Quand on vous le dit, sortir de là, ou alors d'université agricole, sortir là comme ingénieur ou comme chrétien supérieur en agriculture, c'est-à-dire capable de produire de la nourriture, mais qui n'ait pas la capacité de pouvoir obtenir un mètre carré pour planter, n'est-ce pas, le riz, le sorgho ou quoi que ce soit, et pouvoir permettre aux autres Camerounais de vivre de son travail, ça pose un problème. Il y a un ras-le-bol extrêmement inquiétant qui pousse les Camerounais aujourd'hui à se révolter et à demander à aller ailleurs. Vous comprenez un tout petit peu. D'une certaine façon, l'État a cette responsabilité qui voudrait qu'il puisse s'occuper normalement de sa population. Mais lorsque cet État ne parvient non pas à redistribuer les richesses, de sorte que chaque Camerounais ait l'espoir, même dans son village natal, d'obtenir un mètre carré qui lui permettrait de s'épanouir, ça pose un problème. Vous voyez les jeunes, intelligents qu'ils peuvent être, ils vous donnent des témoignages qu'ils ont passé un concours qui est assorti d'une session orale. Et il vous rend un témoignage en vous disant: j'ai été admissible. D'abord, j'ai eu mon bac avec 15 de moyenne. J'ai obtenu une licence en ci et en ça. Je suis allé faire le concours comme les NAM. Je crois qu'il faut qu'on nomme. Je suis allé faire le concours comme les NAM. On m'a demandé si mon père était ministre. J'ai dit non. Est-ce que ton père est DG? J'ai dit non. Est-ce que j'ai dit non.
Et on vous dit, et ça c'est le témoin vivant, qu'il n'a pas été reçu. Dans la même liste, on vous dit qu'il y a des gens qui n'ont jamais été candidats à l'ENAM, mais qui sont admis. Vous voulez que ce jeune, qui n'échoue pas l'ENAM parce qu'il est idiot, mais parce qu'il ne peut pas bénéficier des privilèges réservés à une catégorie bien circonscrite de Camerounais, vous voulez que ce jeune soit fier de rester au Cameroun? Est-ce que c'est la révolte donc? Ben oui. C'est pour ça que je vous ai parlé de rat le bol. Et qui mène vers la révolte. Puisqu'il ne peut pas porter les armes, il ne peut pas s'auto-employer. Vous allez à la banque chercher 100 000 francs pour commencer à vendre les beignets en bordure de route. On vous demande de déposer un titre foncier. D'accord? On a pourtant des possibilités avec des lignes de crédit qui auraient pu permettre que les jeunes soient financés, encadrés, accompagnés. Nous avons fait une émission ici lorsqu'il y avait le sommet Chine-Afrique. Et je vous posais la question de savoir qu'est-ce que cela rapportait à un jeune Africain que tous ces sommets soient mis en jeu ou alors que ces signatures des contrats entre 2 et 3 sont signés. Si le jeune Camerounais ne peut pas aller se former en Chine, ramener une technologie au Cameroun, être financé par l'État camerounais, être accompagné par l'État camerounais afin de pouvoir mettre en exergue et en œuvre les connaissances acquises. Vous avez tout me dit, mais je peux vous rassurer, ces jeunes ont envie d'aller ailleurs. Pourquoi? Parce que ce garçon, il a Internet à la maison. Il regarde les chaînes étrangères. Il voit ce que les jeunes Coréens font. Il voit ce que les jeunes Chinois du cycle primaire font. Et il se dit, si j'arrive là, je suis sûr de m'en sortir. Et nous avons des témoignages. Tous aujourd'hui au Cameroun, on a au moins un membre d'une famille qui est hors du pays. Et nous voyons comment, à peine 1 an, parce qu'il a été dans un bon concours, dans une bonne école, il parvient à nous envoyer dans des beignets, à payer le loyer des parents, à soigner les parents au Cameroun. Et on se demande, si cet enfant était resté au Cameroun, que serait-il devenu? Docteur Cole, est-ce que c'est parce que il y a tout ça en Occident qu'on doit se lancer à tout prix et à tous les prix vers le chemin de l'aventure? Quand je dis à tous les prix et à tout prix, on comprend bien ce que je veux dire. Il y a d'autres qui y vont par route, ils doivent franchir le désert, ils doivent faire face à la mer et tous. On connaît les risques que cela peut laisser, mais ils sont toujours là. Oui, mais tout à l'heure, je parlais dans le profil. C'est là où justement il y aura un bémol qui va être mis. Parce que quand vous voyez quelqu'un partir du Cameroun, ne sachant pratiquement quoi faire, il n'a aucune formation. Oui. Il n'a appris fondamentalement aucun métier. Mais il vous dit qu'il va aller en Europe, quand même, il faut qu'on soit sérieux envers nous-mêmes. Ces Européens, chaque jour, nous avons des chiffres de chômage. Et vous savez que chez eux, on parle de chômage lorsque vous avez quand même une qualification, mais que vous n'exercez pas. Et on se demande comment nos frères, qui à peine peuvent vous allier 2 mois en français ou en anglais, qui ont à peine fini le cycle primaire, peuvent quand même avoir cette belle envie de se retrouver de l'autre côté parce qu'ils estiment qu'il serait mieux là-bas qu'ici. Ça pose un problème. On a vu des jeunes filles abandonner les salons de coiffure où ils s'en sortaient au Cameroun, prendre toutes les économies, bouffer les tontines, prêter même de l'argent aux amis sans les dire où ils allaient aller mourir au désert. Ça fait quand même mal. Alors, docteur Cole-François, est-ce que ça veut dire que c'est un problème de suffisance? Est-ce que ces personnes-là pensent que ce qu'ils ont ou ce qu'elles ont ici en Afrique n'est pas assez suffisant et qu'il faut qu'elles aient des choses plus grandes, plus extraordinaires que ce qu'il y a ici? Je ne pense même pas que ce soit un problème de suffisance. Mais vous savez aussi qu'on nous a souvent trop miroité l'étranger. Vous voyez, quand on vous filme les plages de Saint-Tropez, on vous filme la Côte d'Azur, on montre le journal télévisé, vous voyez, des Blancs qui sont bien, on vous montre les restaurants, jamais les bourgades, jamais les banlieues où les gens souffrent. Vous avez déjà vu un fou blanc un jour à la télé, ou un blanc infime, ou alors que vous voyez des morts, vous dites qu'il y a les cadavres de blancs, ce qui est totalement différent chez nous. Tous nos journaux de 20h, 20h en Afrique, au Cameroun en particulier, c'est des morts, c'est des catastrophes, c'est des conteneurs qui tombent sur les bébés, sur les enfants, c'est les enfants volés. Chez les blancs,
Les gars ont compris qu'il fallait vendre le rêve. Ils ont souvent dit le rêve américain. Oui. Ils ont le rêve européen. Les Américains veulent arriver en France. Parce que les Français aussi n'ont vendu que la Côte d'Azur, la Seine, les Champs-Élysées, la Tour Eiffel. Chez nous ici, c'est la route de Bipanda qui a déjà 3 voies à l'intérieur avec un torrent au milieu. C'est le maïs central qui est puant. C'est des casses à Bilonguet. Vous voyez qu'à un moment donné, quand les jeunes s'asseyent, disent, mais attention, si je peux me retrouver là-bas, ne serait-ce que parce que je vois l'environnement là ainsi, même si je ne mange pas, il vaut mieux y aller. Pourtant, en Afrique, il faut dire quand même, Dr Cole, qu'il y a des opportunités. Énormément, puisque nous voyons par exemple nos frères chinois qui sont installés dans nos pays aujourd'hui. Ces gars vendent les beignets. Oui. Ces gars font de petits commerces. Ces gars sont les détaillants de leurs propres marchandises. Imaginez-vous, c'est dans la situation de l'économie camerounaise, comme on a fait au Nigeria. On avait demandé, par exemple, aux Chinois de demeurer et de rester grossistes. Les petits détaillants, là, les semi-détaillants, auraient été des Camerounais et ça leur aurait permis d'avoir des redistributions. Mais je vous dis encore qu'en fait, ce n'est pas ça le problème. Vous savez aussi qu'il y a là une conséquence lointaine des effets de la colonisation sur le mental des Africains. Oui. Quand nous étions petits, quand nous étions plus jeunes, nous avions une façon de montrer qu'on a grandi, qu'on est mieux que les autres. On te dit, je parle comme un blanc, je m'habille comme un blanc, je mange comme un blanc. Le mythe du blanc. On avait l'impression que, d'ailleurs, quand on vous racontera l'histoire, on vous dira que quand ils sont arrivés dans nos pays, nous colonisés, quand l'un d'entre eux tombait malade et qu'on sentait ses jours comptés, on le remettait rapidement dans le bateau, quitte à ce qu'il meure en chemin, et qu'on le fasse manger par les poissons. Il ne fallait pas que le noir voie qu'un blanc meure. Quand les premiers tireurs sont arrivés, ils ont commencé à tirer, ils ont vu le blanc tomber. Ils ont compris que le blanc aussi mourait. Mais pendant combien d'années sont-ils restés avec dans leur psychique, dans leur pensée, que le blanc était un être éternel. Voilà pourquoi tout ce qui avait trait à la couleur blanche était pris comme une suprématie. Beaucoup de gens sont dans ces mythes aujourd'hui. Ce qui fait que quelqu'un quitte au Cameroun, logé, nourri, blanchi, avec un bon salaire, il préfère aller être jardinier au Canada. Mais oui, on ne peut pas comprendre ça. Oui. Mais je pense aussi que les méfaits de la colonisation ont beaucoup essoré l'Afrique de sa substance. Au point où on a l'impression qu'il y a un chimiotactisme entre les biens de l'Afrique déportés et amenés vers l'Europe qui appelle les Africains vers ces essences naturelles et surnaturelles. Parce que vous voyez quand même, les meilleurs meubles que nous avons ici viennent de l'Europe. Oui. Les meubles en bois. Mais regardez, on vous dit que c'est les bois exploités en Afrique qui sont transformés en Europe, qui sont revendus très chèrement en Afrique. Donc, si vous avez donc un enfant qui a fait menuiserie et ébénisterie, il vous dira que pour mieux être formé dans ce métier, il faut qu'il ait continué les études en Europe. Pourquoi? Parce que le même bois qui est dans nos forêts, ici en Afrique, nous qui sommes en Afrique équatoriale, c'est de là où on veut payer les licences, aller les transformer, parce que c'est là-bas qu'il y a la technologie. Pourquoi est-ce que ces gens ne peuvent pas venir installer les entreprises au Cameroun, ne serait-ce que pour transformer le bois, afin que le copeau que les mamans mettent au feu pour cuire la sauce puisse aussi servir avec la résine pour produire d'autres sous-produits du bois qui peuvent permettre à améliorer les conditions de vie des Camerounais. Il faudrait que tout soit fait en Europe. Et là, on est donc obligé d'aller vers cette terre-là pour penser pouvoir trouver mieux que ce que nous avons sur le territoire. Docteur Cole François, alors que nous sortons de cette émission, on va un peu parler en quelques minutes des mécanismes qu'on peut mettre en place, que ce soit l'État, que ce soit au niveau familial. Quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour contenir les jeunes Africains sur le continent? Non, je crois qu'il y a une seule gangrène qu'il faut enlever au Cameroun, c'est la corruption. La corruption? C'est tout. Tout à l'heure, je parlais de la difficulté que les jeunes ont de trouver des emplois dans notre pays. Oui. Imaginez-vous si aujourd'hui, vous ouvrez une entreprise, les textes
du fisc disent que vous avez un certain nombre de temps que vous devez exercer sans qu'on ne vienne pour prélever les impôts. Si ce texte est respecté, les jeunes peuvent ouvrir des entreprises allègrement, fonctionner dans ce laps de temps sans payer d'impôts afin de faire asseoir leur projet. Oui. Si on a la corruption, vous aurez votre titre foncier aisément. Si on a la corruption, vos enfants intelligents qui ne sont pas les descendants des potentats ou de l'oligarchie qui nous gouvernent actuellement pourront faire les concours de l'ENAM et dans vos maisons. Puis quand je parle de l'ENAM, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'école qui forme les administrateurs au Cameroun, qui finissent par être les douaniers, qui ont beaucoup d'argent, les sous-préfets qui sont les chefs de terre, les services des impôts qui sont les plus riches au Cameroun. Mais on a l'impression que quand vous regardez les noms des gens qui sortent de là, c'est des descendants des potentats camerounais. Mais si aujourd'hui, un fils de Ngueleminduka, de Ndom, de Ngambé, de Mwanko, je ne sais pas de quelle autre contrée, de Kousseri, peut passer le concours parce qu'il est intelligent, se trouve à Polytechnique, se trouve au CUS, se trouve à l'ENAM, se trouve à l'école supérieure de police, se trouve à l'EMIA, sans parrain, sans monnayage. Mais vous pensez que ces jeunes qui vont sortir du Cameroun partiraient parce qu'ils veulent tout plus partir? Non. Ou alors, la promotion sociale dans les entreprises, dans le service public. On a des fonctionnaires, 25 ans au même poste. Ils ont enseigné, pour le cas des enseignants, ils ont enseigné les enfants. Les élèves qu'ils ont enseignés à 10, 15, 20 ans reviennent être les chefs de structure. Là où eux, ils sont des petits, des censeurs, des suivants et parfois des enseignants à la craie. Leur élève vient être proviseur dans le lycée où ils ont été enseignants. Vous comprenez? Alors, si la corruption est totalement mise de côté, vous verrez que l'espoir renaît. Et le Cameroun va se dire, je suis capable de m'en sortir au pays. Pourquoi? On n'est jamais mieux servi que chez soi-même. Je peux donc sortir de l'école, de la foresterie, de l'agro-industrie, je viens mettre sur pied une entreprise qui fabrique les jus, j'obtiens les agréments normalement, je peux sortir d'une école, je produis du cirage, je produis de l'alcool, sans qu'on écrit à la concurrence déloyale. Parce que vous savez que très souvent au Cameroun, quand vous voyez un produit qu'on a émergé, c'est des pontes de ce régime qui ont des partenaires en Europe, qui nous pompent ici avec des faux laits, des fausses pâtes alimentaires, qui viennent dire que non, votre produit que vous avez fabriqué localement est de mauvaise qualité. Parce qu'il faudrait que les partenaires qui nous font entrer des produits sales à la consommation continue, à inonder le marché avec les trucs incontrôlés, et sachant que les vôtres qui ont suivi le protocole, oui, recommandés et acceptés viennent donc faire concurrence à leurs produits directement. On vous pompe des impôts, et voilà comment vous abandonnez votre projet pour vous retrouver soit en Afrique de l'Ouest, soit en Europe, où on reconnaîtra votre talent. Donc je pense que il y a une seule chose à faire. Les parents déjà envoient les enfants à l'école. C'est ce qu'ils doivent faire. Ils leur donnent à manger, ils les scolarisent, mais après, ce n'est plus de leur ressort. Ce n'est pas les parents qui ouvrent les concours. On a fermé le concours de l'école normale. Est-ce que c'est seulement un problème de concours, Dr Cole? Oui, je peux Est-ce que dans ça, les jeunes aussi n'ont pas des responsabilités à assumer? Vous voulez que je vous dise quoi? Si un jeune a été formé, oui, quand vous allez dans les entreprises privées, le directeur, c'est le père. Le directeur des opérations, c'est la mère. Vous appelez ça le comptable, c'est le premier fils. Même vous appelez ça les plantons, c'est les gars de la même famille. Vous qui avez fait les IPS, combien de jeunes ont fait les IPS avec l'espoir qu'ils vont faire communication, vont travailler? Mais quand vous toquez dans les portes des entreprises de médias ou bien d'autres communications, on vous dit on ne recrute pas. Mais chaque jour, vous voyez une nouvelle face à la télé. Chaque jour, vous voyez de nouveaux visages. On les a recrutés quand? En fait, c'est parce que la corruption régnant, on n'ouvre pas les portes, on reste dans l'entreprise familiale et on vous dira quand même que vraiment le Cameroun se porte mal. Au fait, c'est que tous les Camerounais doivent refaire le mindset. Ils doivent reprogrammer leur façon de penser le Cameroun. Ce n'est pas parce que vous avez ouvert une entreprise que vous avez limité à ne recruter que les gens de votre famille. Ouvrez la collaboration, ouvrez les portes à d'autres jeunes. Donnez l'espoir aux jeunes. J'ai fait l'école des ingénieurs, j'ai fait l'école normale, j'ai des formations, j'ai été avec des jeunes. J'ai fait l'école doctorale au Cameroun. J'ai vu des jeunes fabriquer des prototypes. J'ai dit, on est capable, même la poubelle qui jonche les rues à Douala, l'école nationale supérieure polytechnique de Douala est capable en un an remettre l'ordre, la propriété à Douala et créer des richesses en produisant des pavés biochimiques, en produisant de l'engrais organique, en produisant du gaz méthane
qui pourrait être utilisé même pour le village dans nos maisons. Mais je vous ai dit que le problème du Cameroun, c'est la corruption. Vous pensez que les mairies n'ont pas les projets ou les services qui peuvent utiliser ces jeunes? Il y en a. Mais qu'est-ce que ces responsables vont gagner? Ils vous diront non, puisque je ne gagne rien, ça ne vaut pas la peine. Tous les budgets donc, qui sont votés chaque année, servent à quoi? On a parlé de la décentralisation. À quel moment on a montré aux jeunes que vous qui sortez les polytechniques avec un projet, moi je me rappelle, j'ai sorti avec un projet de production de gaz à partir des excréments humains. On vous dit tout le temps que les camps sont débordés, les faux sceptiques sont totalement à la rue. Et pourtant, c'est de l'énergie. Puisque l'économie, c'est quoi? C'est la transformation de l'énergie. D'accord? Ouais. Alors, on est capable de le faire, mais à quel moment une structure comme une mairie de ville, une mairie d'arrondissement est-elle allée rencontrer les directeurs de producteurs, lui dire, je signe une convention avec toi, épure-moi les cancers, épurez-moi la prison de Nubel, balayez-moi les rues ici. Je voudrais qu'on m'apporte le compost. Je voudrais que Douala soit propre. Mais monsieur, je vous dis qu'en un an, on va chercher la poubelle, on va acheter la poubelle avec de l'argent. Voilà. On ne pourra pas le faire. Pourquoi? Parce que la corruption. Voilà, merci Dr Cole. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire sur cette thématique. D'ailleurs, vous me souffliez tout à l'heure que c'est une thématique assez riche. On dit l'actualité ne se périt pas. On aura peut-être l'occasion de revenir sur ces thématiques, de revenir sur ces questions-là et davantage s'y appesantir. Merci, docteur, d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup et merci à tous les téléspectateurs qui ont une fois de plus accordé leur attention. Voilà, merci également à Freud Mambo qui était en première partie de cette émission, le psychologue avec qui nous sommes entretenus sur les causes de l'immigration massive des jeunes africains vers d'autres continents. Avec Dr Cole, nous avons parlé justement, nous avons essayé de comprendre à qui revient la faute justement quand les jeunes se déplacent massivement tous les jours vers des destinations inconnues. On parle bien sûr des jeunes africains. On espère, mesdames et messieurs, que vous avez été servis une fois de plus dans cette édition de l'After News. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. Surtout, ne restez scotchés sur Global LTV, la meilleure chaîne africaine. Le meilleur reste à venir. Bonsoir.